On va étudier maintenant la notion de probabilité produit, de vecteur aléatoire et d'indépendance. On a déjà parlé un petit peu de l'indépendance. On a des espaces probabilisés oméga i, bi, pi. On considère un univers oméga qui est le produit des univers oméga i. Et sur oméga, on a la tribu produit, qu'on appelle B, qui se note comme ça, tribu engendrée par les rectangles pi de 1 à n des AI appartenant à BI. Si chaque tribu BI est engendrée par une partie de P de oméga i, une partie de TI, alors B est engendré par les rectangles pi de 1 à n des AI appartenant à TI. Ça, c'est le cours d'intégration sur les tribus. Eh bien, alors, toujours le cours d'intégration, il existe une unique mesure, qu'on va noter comme ça, sur oméga B, vérifiant P de, c'est la mesure, donc je l'appelle P parce que ça va être une probabilité, mais pour le moment ça n'est qu'une mesure. P de 1 à n des AI, P de pi de 1 à n des AI, est égal au produit de 1 à n des PI AI appartenant à BI. On a donc, on a une mesure, hein. P est une mesure, et quand on regarde P de oméga, c'est P de pi de 1 à n des oméga i, et donc ça fait produit de 1 à n des pi de oméga i, et comme ils valent tous 1, ça fait 1. Donc P est bien une probabilité sur oméga B, et donc ça fait que oméga, c'est-à-dire pi de 1 à n des oméga i, B, c'est-à-dire ça, et maintenant P, est un espace probabilisé. Couple aléatoire. Donc on a cet espace oméga B qui est probabilisé. Là, j'ai besoin uniquement de probabilisable. Et Z, un vecteur de oméga vers R2. Autrement dit, il a deux coordonnées. Quand on projette, il y a une coordonnée X et une coordonnée Y. Alors, X, Y sont des fonctions de oméga vers R. C'est un couple aléatoire, c'est une définition, ça. Si Z-1 de A appartient à B, quel que soit, appartenant à BR2. Ce qui veut dire, en fait, puisque A appartient à BR2 et que Z-1 de A doit appartenir à B, c'est-à-dire que Z, qui va de oméga vers R2, doit être B, ça c'est sur oméga, BR2 mesurable. C'est une extension de la notion de variable aléatoire réelle. Hein, là, pour les variables aléatoires, on allait de oméga vers R, à la notion de vecteur, hein, donc ici de couple aléatoire. Couple aléatoire. En fait, ça équivaut à dire que x, y sont des variables aléatoires sur oméga. Bon, c'est un résultat d'intégration, mais je peux le redémontrer. Quel que soit B appartenant à BR, si je regarde x-1 de B, il est égal à z-1 de B croix R. Donc ça paraît évident parce que les oméga appartenant à oméga, hein, la grande oméga, qui appartiennent à x-1 de B, c'est les oméga tels que x de oméga appartient à B. Les oméga qui appartiennent à z-1 de B croix R, c'est les oméga tels que z de oméga, mais z de oméga c'est x de oméga, y de oméga appartiennent à B croix R. Bon, y de oméga appartenant à R, ça on est sûr. Donc ça équivaut à avoir x de oméga appartient à B. Donc ces deux ensembles sont les mêmes. D'accord? Donc x-1 de B, c'est z-1 de ça. Et comme z est un couple aléatoire, ça appartient à B. Donc x-1 de B appartient à B. Ça veut dire que x est une var. Idem pour y. Dans le sens inverse, on prend A croix B appartenant à BR croix BR. Z-1 de A croix B, c'est l'ensemble des oméga tels que x de oméga, y oméga appartient à A croix B. Donc c'est x-1 de A. Il faut que oméga appartienne à x-1 de A et que oméga appartienne à y-1 de B. Donc c'est l'ensemble des oméga appartenant à x-1 de A inter y-1 de B. Mais ça appartient à B parce qu'on a supposé que x était une var. Et ça appartient à B parce que x, y est une var. Intersection, donc ces deux, ils appartiennent tous les deux à B, donc
leur intersection aussi. Alors ça c'est vrai, quel que soit AB appartenant à BR croix BR. Mais comme les A croix B de BR croix BR engendrent BR2, bah, ça veut dire que ce résultat-là est vrai, quel que soit A appartenant à BR2. C'est-à-dire qu'on a Z-1 de A appartient à B, quel que soit A appartenant à BR2. D'accord? Donc ce qui veut dire qu'on a un couple aléatoire. Voilà. Alors X et Y sont appelés les variables marginales de Z. Loi de probabilité du couple Z égale XY, on dit aussi loi conjointe, eh bien c'est PZ qui a B appartenant à BR2 associe P de Z-1 de B. D'accord? En fait, là on généralise ce qu'on a vu avec les variables aléatoires. Hein, on appelait ça la loi de la variable aléatoire. Eh bien ça c'est une probabilité sur R2 BR2, notée P de XY. On a PZ de A croix B qui est égal, alors pour A croix B appartenant à BR croix BR, qui est égal à P de Z-1 de A croix B. Alors Z-1 de A croix B, on l'a vu avant, c'est X-1 de A inter Y-1 de B. Donc c'est P de X appartient à A et Y appartient à B. Voilà. Alors comme les A croix B de BR croix BR engendre BR2, c'est en fait la seule probabilité qui vérifie ça. D'accord? La seule probabilité sur BR2 vérifiant ça. Voilà. Alors PZ, ça c'est un résultat analogue à celui qu'on avait avec les variables aléatoires. Donc PZ est une mesure, car c'est la mesure image de P sur BR2. On avait la même chose avec les variables aléatoires. Hein. PX était aussi une mesure image, hein, mais c'était sur BR. Et c'est une probabilité, car PZ de R2, c'est P de Z-1 de R croix R, c'est-à-dire P de X-1 de R inter Y-1 de R. X-1 de R, c'est oméga. Y-1 de R aussi, donc c'est P de oméga et oméga. Inter oméga, donc c'est P de oméga égale 1. Voilà. Puisque, oui, c'est P de oméga égale 1. Alors, comme pour les variables aléatoires, si mu est une probabilité sur R2 BR2, il existe un espace oméga BP et Z, un vecteur XY, tel que, un vecteur aléatoire, un couple aléatoire, tel que mu égale PZ. Alors il suffit de prendre oméga égale R2, B égale BR2 et P égale mu hein, sur BR2. Donc ça, on choisit Z égale XY avec X et avec X qui va de R2 vers R, qui à XY fait correspondre X, Y de R2 vers R qui à XY fait correspondre Y. Alors là, si on regarde Z de oméga, oméga 2, puisqu'il faut appartenir, ça appartient à R2, Z de oméga 1, oméga 2, c'est-à-dire de oméga, ça fait X de oméga, Y oméga, mais X de oméga, si on regarde bien, ça fait oméga 1, d'après ce qu'on a dit là, et l'autre il fait oméga 2, donc ça fait oméga. Donc ça veut dire que Z, c'est l'identité sur R2, donc continue, donc c'est une variable aléatoire. Et maintenant, on a presque fini. Il suffit de regarder ce que ça va être que PZ de B. Donc on prend B appartenant à BR2 et on regarde PZ de B. D'accord? Alors PZ de B, il va être égal à P de Z-1 de B. Mais Z, c'est l'identité, donc ça fait P de B. D'accord? Quel que soit B appartenant à BR2. Et donc, ça veut dire que, puisque PZ de B est égal à P de B quel que soit B, ça veut dire que PZ est égal à P. Sauf que ce n'était pas P que j'avais appelé, c'était mu. Donc ici, en fait, c'est PZ, c'est mu. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis P, c'est mu, j'espère. Soit x, y, des variables aléatoires définies sur l'espace probabilisé oméga BP, Z, le couple aléatoire XY,
X et Y sont appelées des variables marginales, les variables marginales du couple Z. PZ égale, qu'on note aussi P de XY, s'appelle la loi conjointe de XY, et PX, PY sont les lois marginales. Les lois marginales de Z. La connaissance de PZ implique la connaissance de PX et de PY, mais la réciproque est fausse. Alors, démonstration, si je prends un Borélien A, Px de A, c'est P de x moins 1 de A. Et x moins 1 de A, je peux l'écrire x moins 1 de A inter oméga. Donc ça fait P de x moins 1 de A inter y moins 1 de R, puisque y moins 1 de R fait oméga. Donc c'est Pz de A et de R. Donc je vois bien que comme je connais ça, je vais connaître ça. Idem pour Py. Alors la réciproque est fausse. Alors je vais considérer un couple Z égale XY, donc, qui est... je vais considérer en fait des lois discrètes. Donc Z, X, Y et Z X et Y vont prendre que deux valeurs, hein, et puis le Z va prendre 4 valeurs possibles. Ici par exemple, Z prend les valeurs 1, 1, alors 1, 1, 1, 2, donc 1, 1 avec la probabilité 0, 1, 2 avec la probabilité 0,2, 2, 1 avec la probabilité 0,5 et 2, 2 avec la probabilité 0,3. Donc ce qui nous fait ça, hein, 0,2, c'est donc 0,2 delta 1, 2, Dirac, plus 0,5 delta de 1, plus 0,3 delta de 2. Dans le second tableau, il prend les 4 valeurs, donc 1, 1 avec la probabilité 0,1, 1, 2 avec la probabilité 0,1, donc 1, 1, 0, 1, 1, 2, 0, 1, 2, 1, 0, 4 et 2, 2, 0, 4. Voilà. Bon, donc c'est pas la même loi. Hein. PZ, ici, les deux PZ sont différents l'un de l'autre, ne serait-ce qu'à cause de ça. Voilà. Mais pourtant, on va voir que les Px sont les mêmes. Hein. Parce que la probabilité que x est égal à 1, par exemple, c'est la probabilité que x soit égal à 1 et y égale à 1, donc ça fait 0, plus la probabilité que x soit égal à 1 et y égale à 2, ça fait 0,2. C'est donc 0,2 delta 1. Et la probabilité que x soit égal à 2, c'est quoi? C'est la probabilité qu'il soit égal à 2 et y égal à 1, donc ça fait 0,5, et y égal à 2, ça fait 0,3, donc ça fait 0,8. D'accord? Et puis, de la même façon, je calcule PY. Voilà. Et en fait, je vais voir que dans les deux tableaux, j'obtiens le 0,2 et puis le 0,8 pour Px et 0,5 et 0,5 pour PY. Donc, en fait, on a bien la même, dans ces deux tableaux, on a bien la même distribution pour x et pour y avec les mêmes probabilités, donc les mêmes lois de probabilité, Px, Py, mais on n'a pas la même distribution pour z, on n'a pas la même loi Pz. Voilà, ce qui prouve bien que Px et Py ne déterminent pas Pz. Fonction de répartition conjointe, c'est la fonction fz de R2 vers 0,1 qui à x, y fait correspondre Pz de moins l'infini x croix moins l'infini y, c'est-à-dire Pz de x inférieur ou égal à x et y inférieur ou égal à y. Quel que soit x, y appartenant à R2, on a 0, c'est une probabilité, hein, donc elle est bien comprise entre 0 et 1. Et les fonctions que l'on note comme ça, alors ça veut dire que c'est la fonction qui a t appartenant à R, à x appartenant à R, associe fz de xy, y étant fixé. Et là, ça veut dire qu'à y appartenant à R, j'associe fz de xy, x étant fixé. Elles sont continues à droite et croissantes. La limite de fz de xy pour y fixé quand x tend vers moins l'infini égale 0. Idem pour x fixé, la limite de fz de xy quand y tend vers moins l'infini est égale à 0. Et enfin, quand x et y tendent vers plus l'infini tous les deux, la limite de fz xy est égale à 1. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que pour x assez grand et pour y, non, à partir d'un certain rang pour x,
à partir d'un certain rang pour y, et donc on va prendre un rang qui est supérieur au 2, hein, eh bien on aura fz de xy qui sera compris entre 1 moins epsilon et 1. Donc ça veut dire que quel que soit epsilon positif, il existe un rang A tel que x supérieur ou égal à A et y égal à 1. Voilà. Alors démonstration, d'abord dans la croissance, je fixe y, je prends x1 inférieur ou égal à x2. Cet intervalle-là, cet intervalle-là est inclus dans celui-là. Croix moins l'infini y, ça n'a rien changé. Et si je prends la probabilité ici, j'obtiens fz de x1 y. Et là, j'obtiens fz de x2 y. Et donc, comme l'inclusion implique que l'on a bien ça. Donc, ça veut dire que cette fonction-là est croissante. De même pour cette fonction-là, qui va être croissante aussi. Alors maintenant, je prends pour n appartenant à grand N l'intersection des moins l'infini moins z, moins 1, moins n. Comme moins n tend vers moins l'infini, ça fait vide. Et en plus, c'est une intersection, c'est une famille d'intervalles décroissantes. Et donc, maintenant, je fais croix moins l'infini y, parce que j'ai fixé y. Donc là aussi, c'est décroissant. D'accord ? Et puis, c'est égal à vide croix moins l'infini y. Mais vide croix moins l'infini y, c'est vide. Donc la probabilité de ce truc-là, ça tend vers 0. Mais la probabilité de ce truc-là, c'est fz de moins ny. Donc ça veut dire que fz de moins ny, quand n tend vers plus l'infini, eh bien ça tend vers 0. Voilà. Et donc comme on a vu que fz était croissante, on peut en déduire que quel que soit y, donc pour y fixé, fz de x, y tend vers 0. Ça c'est une petite démonstration qu'on a déjà faite avec les lois de probabilité des variables aléatoires. Donc quand x tend vers moins l'infini. Voilà. Alors on a la même chose de l'autre côté, hein, quand on fixe x, donc je ne le fais pas, c'est pas la peine, et je démontre maintenant la dernière. Alors je prends cette réunion strictement croissante, quand n décrit grand N, évidemment ça fait R2, et donc la probabilité de ça, c'est fz de n, et donc comme c'est strictement croissant, ça tend vers pz de R2 qui vaut 1. Donc quel que soit epsilon, il existe un rang à partir de lequel le fz de n peut être compris là-dedans. Alors maintenant, si je prends x et y supérieur ou égal à n, fz de xy, eh bien grâce... quand je fixe y, la fonction en x est croissante, donc ça fait fz de xy supérieur ou égal à fz de ny. Et maintenant, je fixe n, la fonction en y est croissante aussi, donc c'est supérieur ou égal à fz de nn, qui lui est supérieur ou égal à 1 moins epsilon. Donc en fait, pour x et y supérieur ou égal à n, j'ai fz de xy qui est entre 1 moins epsilon et 1, ce qui nous donne bien la limite que j'escomptais. Alors maintenant, il nous reste à démontrer la continuité à droite de f7. Donc je fixe un y, et puis je fixe aussi d'ailleurs un x. Et pour démontrer la continuité à droite, comme j'ai déjà démontré qu'on avait à faire, que cette fonction-là était croissante, j'ai juste à prendre une fonction xn, donc supérieure à x, et xn qui tend vers x. Et donc, mon problème, c'est de démontrer que fz de xn y tend vers fz de xy. Voilà ce que je dois démontrer. Donc, pour démontrer ça, je vais prendre les intervalles moins l'infini xn, moins l'infini xn inter moins l'infini y. D'accord? Et il est évident que quand je fais l'intersection, alors l'intersection déjà de ces intervalles, ça fait moins l'infini x. D'accord? Et en plus, c'est décroissant. D'accord? Et maintenant, je fais croix. Donc, ça fait faire intersection sur n des moins l'infini xn croix
moins l'infini y, et qui va faire moins l'infini x croix moins l'infini y. Mais c'est une intersection décroissante. Donc je peux passer aux probabilités. La probabilité de ça, c'est fz de xn y, et dire que ça tend vers la probabilité de ça, qui est fz de xy. Voilà, quelle que soit une suite xn qui tend, quand même en décroissant. J'aurais dû le mettre, hein, d'accord, qui tend en décroissant vers x. Alors là, c'est une suite qui est décroissante, mais là aussi, par un raisonnement que j'ai déjà fait avec les fonctions de répartition des variables aléatoires réelles, le raisonnement est le même, j'en déduis que puisque pour y fixé, cette fonction fz de xy est croissante, eh bien j'en déduis que la fonction est continue en x. Voilà. Là, j'ai pris une suite xn qui était décroissante, mais ça me permet d'affirmer, puisque la fonction est croissante, que fz est continue, que la fonction qui a x, que cette fonction-là, voilà, est continue à droite. Alors ici, continue à droite en x. Généralisation, si au lieu d'avoir deux variables aléatoires x, y, on en prend n, on parlera, au lieu de parler de couple, on va parler de vecteurs aléatoires. Donc grand X de l'espace probabilisé oméga Vp vers Rn muni de l'attribut borélien sur Rn. Donc X a des coordonnées qui sont les xn. Chaque xk est une fonction de oméga vers R. Et x est un vecteur aléatoire si et seulement si x-1 de b appartient à b, quel que soit b appartenant à Rn. Pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, je vais mettre A ici, quel que soit A appartenant à Brn. Ce qui équivaut à dire que chaque xi est une variable aléatoire. Alors ça, il y a une démonstration derrière que j'avais fait dans le cas d'un couple. Les xi sont les variables aléatoires marginales du vecteur grand X. La loi conjointe, c'est la loi de probabilité de grand X, donc du vecteur, qui a B appartenant à Brn associe x-1 de B. Alors j'ai dit que je mettrais A, je mets A. On a alors Px de pi de 1 à n des AI est égal à probabilité de x-1 des pi de AI de 1 à n, qui est égal à probabilité de l'intersection des x-1 des AI, qui est égal à probabilité de l'intersection des xi appartenant à AI, quel que soit AI appartenant à BR. Px est l'unique probabilité mu sur R BR puissance n, telle que mu de pi des AI est égal à probabilité, à P de, je devrais mettre, est égal à mu de, est égal à P, oui c'est ça, de l'intersection de 1 à n des xi appartient à AI, quel que soit AI appartenant à BR. Bon, ça je ne le démontre pas parce qu'on l'a fait dans le cas d'un couple, c'est exactement pareil. Alors, les lois marginales, ce sont les lois des PX, c'est-à-dire les PXI. La loi conjointe, on a dit que c'était PX. La loi de conjointe, quand on la connaît, on peut déterminer parfaitement les lois marginales. La réciproque est fausse, on l'avait vu dans le cas d'un couple. Fonction de répartition, fx, c'est la fonction de répartition conjointe, donc du vecteur grand X, donc définie de Rn vers 0,1 par fx en petit xi, enfin x1 jusqu'à xn, est égal à px de l'intersection, enfin du produit, pardon,
du produit des moins l'infini xi, c'est-à-dire probabilité de l'intersection des xi moins 1 de ça, c'est-à-dire des moins l'infini xi. Donc c'est la probabilité de 1 à n des xi inférieurs ou égal à xi. Exactement comme dans le cas où on avait un couple. Bon, alors fx, il est compris entre 0 et 1, quel que soit x appartenant à R. Chaque application partielle, c'est-à-dire les applications partielles, là j'ai fx de... Alors j'en prends un, donc c'est x1, etc., jusqu'à xn. Je fixe tous les xn, sauf 1. D'accord? Sauf 1, par exemple, au rang k. Voilà. Et donc chaque application partielle est croissante, continue à droite et tend vers 0 quand, alors si je l'ai appelé k, je mets k ici, quand xk tend vers moins l'infini. Et enfin, la limite de fx de x, x c'est le vecteur x1 jusqu'à xn, est égale à 1 quand chacune des composantes, chacun des xi, tend vers plus l'infini. Ce qui revient à dire que quel que soit epsilon positif, il existe un rang, grand A, à partir duquel, si les xi sont supérieurs à A, fx en x va être entre 1 moins epsilon et puis 1. Voilà. Là aussi, Px, la loi de probabilité de x, est parfaitement déterminée par la connaissance de la fonction de répartition de x. Il est équivalent de se donner ça, et alors on obtient ça. Bon, ça c'est normal parce que la définition de ça a besoin de Px. Mais l'inverse est vrai. Si on connaît fx, on connaît donc Px. Voilà, j'ai refait aucune démonstration, elles ont toutes été faites dans le cas des vecteurs. Remarque, la connaissance de la loi du couple xy est équivalente à la connaissance de la fonction de répartition du couple xy. Bon, dans un sens, c'est évident, puisque f est défini à partir de p, donc la connaissance de p implique celle de f. Réciproquement, si on connaît f, eh bien on connaît la probabilité de ce type d'événement de BR2, et comme ces événements-là engendrent BR2, on va connaître la probabilité de n'importe quel événement de BR2, et donc on connaîtra P de XY. On dit que deux variables XY sur l'espace probabilisé oméga BP sont indépendantes si et seulement si, donc, quel que soit AB appartenant à BR, x-1 de A et y-1 de B sont indépendantes, ce qui revient à dire que quel que soit AB, P de X appartenant à A, et alors c'est P de x-1 de A et y-1 de B, c'est-à-dire P de X appartient à A et Y appartient à B, est égal à P de x-1 de A, c'est-à-dire P de X appartient à A, fois P de y-1 de B, c'est-à-dire P de Y appartient à B. Donc on a bien cette équivalence. Bon, ça c'est exactement Px de A croix B, d'accord? Ça c'est Pxa, Pyb, donc on a cette équivalence, quel que soit AB appartenant. Et dire que ça c'est vrai, quel que soit AB appartenant à BR, il n'y a qu'une probabilité qui vérifie ça, et c'est la probabilité produit Px, Py. Donc avoir ça, quel que soit AB appartenant à BR, parce que BR, croix BR engendre en fait BR2. Donc il y a équivalence entre ça et ça. Et puis maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a équivalence? Alors ça c'est quoi? C'est la probabilité, c'est en fait Px, non, ça c'est la probabilité c'est la probabilité pour le couple, c'est Pxy de moins l'infini A croix moins l'infini B, d'accord, est égal à P x est égal à P de moins l'infini A fois P de moins l'infini B, d'accord. Eh bien, effectivement, il y a bien équivalence parce que les moins l'infini A croix moins l'infini B engendrent BR2. Donc, si on a cette égalité
pour moins l'infini A croix moins l'infini B, hein, parce que c'est exactement ça qu'on a écrit ici, hein, et bien, comme les moins l'infini A croix moins l'infini B engendrent BR2, on a ça. D'accord? Donc il y a équivalence entre les deux. Et ça, c'est exactement fxy de AB, et ça, c'est exactement fx de A fois fy de B, quel que soit AB appartenant à R. Donc la démonstration, je l'ai faite. On dit qu'une famille de variables aléatoires xk est indépendante, enfin que les xk forment une famille de variables aléatoires indépendantes si, quel que soit i appartenant à BR, P de l'intersection des xi-1 des AI est égal au produit des P de xi-1 des AI. Ce qui équivaut à dire que, quels que soient les AI, P de l'intersection, ça c'est exactement P de l'intersection des xi appartient à I, et ça c'est exactement P de xi appartient à I. D'accord? Donc ça fait exactement ça. Et ça c'est exactement Px de pi de AI, et ça c'est Px, c'est le produit des Pi xi des AI. Et dire ça, quel que soit AI, ça équivaut à dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, que Px est égal au produit des mesures, donc ici des probabilités Pxi. D'accord? Voilà. Et ça, on a ça, si et seulement si, on l'a pour les produits des moins l'infini AI, parce que ce produit des moins l'infini AI, bah, ils engendrent BR puissance n. D'accord? Alors donc ça nous fait P de l'intersection des xi inférieurs ou égal à I est égal à produit des P de xi inférieurs ou égal à I. Voilà. Et ça, on reconnaît ici la fonction de répartition en 1 jusqu'à n, et là c'est le produit des fonctions de répartition. Donc ça marche. Indépendance mutuelle des xi, I appartenant à n, eh bien on dit qu'ils sont mutuellement indépendants. Si quelle que soit une partie finie de n, les variables xi sont indépendantes. D'accord? Alors on a deux propriétés là. Si les xi sont indépendantes, hein, et elles sont en nombre fini, alors elles sont 2 à 2 indépendantes. Et si les xi sont mutuellement indépendantes, d'accord, alors les xi sont aussi 2 à 2 indépendantes. Bon, en fait, alors on va commencer par démontrer un. Si I est différent de J et qu'on prend AB appartenant à BR, alors ce qu'on veut démontrer, c'est que XI et XJ sont indépendants. Donc on va poser AI égale A, hein, AJ égale B, et pour les autres cas, donc K appartenant à N, autre que I et J, on va poser que AK est égal à R. Donc, l'intersection de 1 à n des xk moins 1 de AK, ça va faire xi moins 1 de AI et intersection xj moins 1 de AJ, intersection de tous les autres xk moins 1 de R, mais les xk moins 1 de R, ils font oméga, donc ils vont disparaître, hein, les intersections avec oméga. Voilà. Donc ça nous fait ça, et maintenant je prends la probabilité de cette intersection, d'accord? Et donc, si c'est indépendant, ça doit être égal à la probabilité à cette probabilité-là. D'accord? Donc, on sait que la probabilité de cette intersection, c'est celle-là. Hein, donc, c'est probabilité de ça. Et je veux que ça soit égal à la probabilité, au produit de toutes ces probabilités. Seulement, il faut bien voir que quand K est différent de I ou J, on a affaire à probabilité de xk-1 de R qui est donc probabilité de oméga, qui vaut 1. D'accord? Donc il y a des fois 1. Donc il reste en fait P de xi-1 AI fois P de xj-1 de AJ. Donc on obtient exactement ça. Et ça nous dit que, hein, c'est même équivalent à dire que xi et xj sont indépendants. Alors maintenant, on peut parler du petit a. Voilà. Si les xi entre 1 et n sont indépendants, eh bien, alors les xi
non, le petit 1, on vient de le démontrer, pardon. Le petit 2, si les xi sont mutuellement indépendants, eh bien, ils sont deux indépendants parce que il suffit d'en prendre deux, donc xi et xj. À ce moment-là, on considère la famille ij. Et avec cette famille ij, on sait que xi et xj sont indépendantes. En fait, le petit, oui, celui-là, le petit 2, il n'a rien à voir avec le petit 1. Donc, je pouvais commencer par le petit 2, effectivement. Et voilà. Remarque, si les xi sont des variables aléatoires indépendantes, y compris entre 1 et n, alors toute sous-famille xk1 jusqu'à xkp est indépendante. Ça généralise la propriété qui dit que si les xi sont indépendantes, alors elles le sont 2 à 2, prise 2 à 2. Je ne fais pas la démonstration, elle est identique. Si les xi sont des variables i compris entre 1 et n, variables aléatoires, alors on va les regrouper, on va prendre un vecteur x1 jusqu'à xp, un vecteur xp plus 1 jusqu'à xn, et on considère une fonction f de rp vers r, une fonction g de r n-p vers r, mesurables toutes les deux. Alors, si x1 jusqu'à xn sont indépendants, f de x, g de y sont des variables aléatoires indépendantes. Démonstration. Alors si les xk sont des variables aléatoires, donc f rond x est une variable aléatoire, car si je prends a appartenant à br, f rond x moins 1 de a, c'est x moins 1 rond f moins 1 de a, et comme f est mesurable, f moins 1 de a appartient à brp. D'accord ? Et donc x moins 1 d'un élément de brp, ça appartient à b, parce que x, comme les xk là sont des variables aléatoires, x est un vecteur aléatoire, donc voilà. Idem avec g rond y. Alors maintenant, je considère ce que j'appelle alpha, qui est la probabilité de f rond x moins 1 de b1 inter g rond y moins 1 de b2. Et en fait, pour démontrer qu'elles sont indépendantes, il faudrait que je prouve que c'est p de f rond x moins 1 de b1 fois p de g rond y moins 1 de b2. Donc pour le moment, ça fait juste ça, d'accord ? Quel que soit b1, b2 appartenant à R. Alors, pour démontrer cette égalité, je considère des rectangles dans RP, dans Rn-P, et je m'intéresse à x-1 de A1 inter y-1 de A2. Donc, celui-là, c'est comme A1, c'est le produit de ça, x-1 de ça, ça va être le produit des xi-1 des EI, et l'autre, ça va être le produit des xi-1 des EI aussi, mais de P plus 1 N. Et donc finalement, j'ai le produit de 1 à N des xi-1 de I. Et comme les xi sont indépendantes, la probabilité de ce truc-là va être égale à la probabilité de ce truc-là, va donc être égale au produit de 1 à N des P des xi-1 de I. D'accord ? Donc ça, je le sépare en deux, ça fait le produit de 1 à P fois le produit de P plus 1 à N. Mais le produit de 1 à P, il va me donner aussi produit de x-1 des A1. D'accord ? Parce qu'il va me donner ça en fait. Et pourquoi ? Parce que x1 jusqu'à xp sont indépendantes. Et pareil pour l'autre. Hein. D'accord ? Ce produit-là va être égal à ça, parce que les xi de p plus 1 à n sont indépendantes. Donc j'obtiens ça, et maintenant je fixe le rectangle A1. Donc j'ai p de x-1 de A1 inter y-1 de A2, qui est égal à p de x-1 de A1 fois p de y-1 de A2, quel que soit le rectangle A2 de BR à la puissance n-p. Mais comme BR à la puissance n-t, ça engendre les boréliens de R à la puissance n-p, cette propriété est vraie, quel que soit ici un borélien de R n-p. Donc j'ai p de x-1 de A1 et y-1 de A2, qui est égal à p de x-1 de A1 fois p de y-1 de A2, quel que soit A2 appartenant à Rn-P. D'accord ? À B, Rn-P. Attention, ça c'était vrai, quel que soit le rectangle A1. D'accord ? Donc comme c'est vrai, quel que soit le rectangle A1, et que
R, alors le rectangle à 1, c'est celui-là, et que BR à la puissance P engendre les boréliens de R puissance P, je vais pouvoir dire que cette égalité est vraie, quel que soit un appartenant à B, RP, pour le A2 que j'avais fixé dans B, R, N-P. Donc c'est vrai finalement, quel que soit un appartenant un borélien de R puissance P, quel que soit A2, un borélien de R à la puissance N-P. D'accord? Donc maintenant, je reprends cette égalité que j'avais ici. Mon F-1 de B1, il appartient à B, à B R puissance P, parce que F est mesurable. Hein, d'accord? Mon G-1 de B2, il appartient à B R puissance N-P, parce que G est mesurable. Donc en fait, ça va être égal au produit des probabilités. Donc à P de X-1, d'après ce que j'ai démontré avant, de X-1 df-1 B1 fois P de Y-1 de G-1 B2. Et donc j'obtiens que P de f X-1 B1 inter G-Y-1 de B2 est égal à P de f X-1 de B1 fois P de G-Y-1 de B2, quel que soit B1, B2 appartenant à BR, ce qui veut dire que f X et G-Y sont indépendants. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, je n'ai pas pu directement dire que c'est égal au produit des probabilités, parce que il faut bien comprendre que X et Y, hein, ce ne sont pas des variables, ce sont des vecteurs aléatoires. C'est à cause de ça que je n'ai pas pu directement conclure. Remarque que si les xi, y compris entre 1 et n, sont des variables aléatoires réelles sur oméga bp, 2 à 2 indépendantes, n'implique pas qu'elles sont indépendantes dans leur ensemble. Alors que la réciproque était vraie, on l'a démontré. Un exemple, on donne une loi, la loi du couple XY, donc une loi conjointe hein, par ce tableau, et donc on voit que c'est une loi discrète, hein, et on en déduit les lois marginales, hein. P de x égale moins 1, c'est 0,5, 0,25 plus 0,25, P de x égale 1, pareil. D'accord? Et PY, pareil. Et on considère... Alors, elles sont indépendantes. Pourquoi? Parce que P de x égale moins 1 et Y égale moins 1, qui fait 0,25, c'est le produit de P de x égale moins 1, qui fait 0,5, par P de x égale moins 1, qui fait 0,5. Et c'est pareil pour les autres. À chaque fois, on a 0,5 fois 0,5 égale 0,25. Si je considère z égale xy, donc c'est une variable aléatoire, discrète aussi, qui prend que les valeurs 1 et moins 1. Donc elle prend 1 quand x vaut 1, y1 ou x égale moins 1 et y égale moins 1. Donc probabilité 0,25 plus 0,25 égale 0,5. Et elle prend la valeur moins 1 quand il y en a un des deux qui vaut moins 1 et l'autre vaut 1. Donc 0,25 plus 0,25, 0,5. Donc c'est la même loi que Px et Py. Alors xy, donc j'ai dit, était indépendant. Xz maintenant. Alors prenons par exemple la probabilité de z égale 1 et x égale 1. Alors si z égale 1, z c'est xy. Donc, si x égale 1, ça veut dire que y égale 1. Donc dire z égale 1 et x égale 1, c'est dire y égale 1 et x égale 1. Et cette probabilité, on sait que c'est 0,25. Bien, c'est bien la probabilité de z égale 1 qui vaut 0,5 fois p de x égale 1 qui vaut 0,5. Alors maintenant, j'en fais un deuxième. Si par exemple, c'est p de z égale moins 1 et x égale 1. Pour que z fasse moins 1, il faut que y fasse moins 1. Donc c'est la même chose que ça. Bon, ben là aussi, cette probabilité-là, c'est 0,25. Et c'est bien la probabilité de z égale moins 1 fois la probabilité de x égale 1, 0,5 fois 0,5. D'accord? Idem pour les deux autres. Donc xz sont indépendants et de la même façon yz sont indépendants. Donc 2 à 2, x, y, z sont indépendants. Mais p de x égale 1 et y égale 1 et z égale moins 1 est égal à 0 parce que si x égale 1 et y égale 1, z ne peut pas être égal à moins 1. Bon, et pourtant, si je prends p de x égale 1 fois p de y égale 1 fois p de z égale moins 1, 0,5 fois 0,5 fois 0,5 au cube, 0,125, ça n'est pas égal à 0. Donc on voit bien qu'ils ne sont pas indépendants dans leur ensemble. Alors maintenant, soit xi des variables indépendantes, fi des fonctions mesurables, R vers R,
alors les variables aléatoires FI rond XI sont indépendantes. Alors d'abord, ce sont bien des variables aléatoires puisqu'on compose XI qui est une var, donc qui est mesurable, par FI qui est mesurable, donc on obtient quelque chose de mesurable, donc c'est une variable aléatoire réelle puisqu'on arrive dans R. Soit BI un borélien, enfin des boréliens, parce que I est compris entre 1 et n. On considère alpha égale la probabilité de cette intersection. Bon, ben, j'exprime que FI rond XI moins 1, c'est XI moins 1 rond FI. Donc c'est la probabilité de cette intersection. FI moins 1 de BI, c'est un borélien, parce que... Ah, non, ça appartient... c'est AI qui appartient à BR, parce que BI appartient à BR. D'accord ? Et donc, comme la fonction FI est mesurable, FI moins 1 de BI est un borélien. Donc je les appelle AI. Et donc j'ai alpha égale pi de 1 à n. Alors, P égale P de l'intersection des AI, mais c'est P de l'intersection de 1 à n des xi moins 1 des AI. Mais comme les xi sont indépendants, c'est le produit des intersections. Donc c'est ce produit-là. Après, je remplace AI par FI moins 1 BI. Je dis que ça, c'est FI rond XI moins 1. Et j'obtiens finalement que la probabilité de l'intersection des FI rond XI moins 1 de BI est égale à la probabilité, au produit des probabilités des FI rond XI moins 1 de BI. Voilà. Voilà. Donc ça veut dire que les FI rond XI sont bien indépendants puisque j'ai pris des boréliens quelconques. Voilà. Donc la propriété est démontrée. Enfin, pour finir, si je prends n variables aléatoires, eh bien il existe n autres variables aléatoires sur un autre espace qui soient indépendantes et qui suivent la même loi que les xi. D'accord? Voilà. Alors on va faire cette démonstration dans le cas n égale 2. Donc ça veut dire notamment que si on a des xi qui suivent la même loi que des x' i, les xi là ne sont pas forcément indépendantes entre elles, et les xi et les x' i peuvent être indépendantes entre elles. D'accord? Donc c'est pas parce que notamment des variables aléatoires sont indépendantes entre elles que d'autres variables aléatoires qui suivent la même loi qu'elles sont indépendantes entre elles. Soit x, y, deux variables aléatoires réelles sur l'espace probabilisé oméga bp. Alors, il existe deux variables aléatoires indépendantes x' et y' sur ce nouvel espace, tel que x' a la même loi que x et y' la même loi que y. Donc on définit x' comme étant l'application qui est à oméga 1, oméga 2 appartenant à oméga 2, à ceci x de oméga 1 qui appartient à R, et y' de oméga 1, oméga 2 qui est égal à y oméga 2 qui appartient aussi à R. Quel que soit un borélien B, x' moins 1 de B, c'est l'ensemble des oméga 1, oméga 2 appartenant à oméga 2, tel que x de oméga 1 appartient à B. Donc c'est x moins 1 de B, croix, ben là on peut mettre ce qu'on veut, oméga. Donc ça appartient à B, ça aussi, donc ça appartient à B croix B, qui lui-même appartient à l'attribut produit. D'accord? Et donc ça veut dire que x' est une variable aléatoire. P', alors de la même façon, y' est une variable aléatoire. P' de x' moins 1 de B. C'est donc égal à P' de x moins 1 de B croix oméga. D'accord? Ça je peux le dire. Et ça, c'est égal à P de
x moins 1 de oméga croix... ah oui, et ça c'est la mesure produit. Donc, comme ici, ça appartient à B et ça à B, ça fait P de x moins 1 de B fois P de oméga, qui vaut 1. Donc, ça fait P de x moins 1 de B. Ça, c'est parce que c'est la mesure produit P'. Et ceci, quel que soit B appartenant à R. Donc, j'ai ça qui est égal à ça, quel que soit B appartenant à R. Donc, ça veut bien dire que la loi de x', c'est la même que la loi de x. De même, la loi de y' est égale à la loi de y'. Maintenant, il ne me reste plus qu'à démontrer l'indépendance. Donc je prends AB appartenant à BR, les boréliens, et j'étudie P' de x' appartient à A et y' appartient à B. Là, ça va faire P' de... Alors, x' appartient à A, c'est x' moins 1 de A. D'accord? X' moins 1 de A, c'est pareil que... Alors là, j'avais x' moins 1 de B, c'était pareil que ça. Donc x' moins 1 de A, c'est x moins 1, oui c'est là, c'est x moins 1 de A croix oméga. D'accord? Et puis l'autre c'est pareil, mais en symétrie, oméga croix y moins 1 de B. D'accord? Bon, bah ça évidemment, compte tenu que là on a l'univers, ça fait x moins 1 de A croix y moins 1 de B. D'accord? Oui, parce que les éléments de cet ensemble, c'est des oméga 1, oméga 2, tels que oméga 1 doit appartenir à ça, oméga 2 à ça, bah, c'est automatique, oméga 1 à ça, c'est automatique, oméga 2 à ça, c'est automatique. Donc c'est l'ensemble des oméga 1, oméga 2 qui appartiennent à ça, croix ça. Donc c'est bien ça. Alors, probabilité de produit encore. Donc ça fait P de x moins 1 de A fois P de y moins 1 de B. D'accord? Donc ça veut dire que ça, c'est égal toujours à ça. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut juste dire que, puisque c'est quel que soit B appartenant à BR, que x' et y' sont indépendants. Théorème du transfert, ça va nous servir là juste après pour parler de l'espérance et puis de la variance quand les variables sont indépendantes. Donc si Z est le couple XY, c'est un vecteur aléatoire, un couple aléatoire sur oméga BP, donc X et Y sont des variables aléatoires, et F une fonction mesurable de R2 vers R, donc une fonction qui est BR2 BR mesurable, alors F est intégrable sur R2 BR2 PZ, PZ, la probabilité qu'on met sur BR2, bah, si et seulement si F rond Z appartient à L1 de oméga BP. Et dans ce cas, on a somme sur R2 de F des PZ, parce que sur R2, la probabilité c'est PZ, donc quand on intègre c'est F des PZ, est égal, et là on intègre sur oméga, et donc ça fait F rond Z dP. Voilà. Ça, ce théorème de transfert, c'est un théorème qu'on a vu dans les révisions sur l'intégration. On a vu que si x, y étaient deux variables aléatoires réelles sur l'espace probabilisé oméga BP, et si elles avaient des moments d'ordre 2, alors l'espérance du produit xy existait. Eh bien, il est possible que cette espérance existe avec simplement comme hypothèse xy intégrable, c'est-à-dire xy ayant des moments d'ordre 1, mais il faut alors rajouter quelque chose, et ce quelque chose c'est que xy doivent être indépendants. Donc la propriété, si xy sont deux variables indépendantes sur oméga BP et qu'elles ont un moment d'ordre 1, c'est-à-dire une espérance, alors xy a une espérance qui est égale à l'espérance de x, espérance de y. Pour démontrer ça, on considère la fonction f de R2 vers R qui au couple xy associe le produit xy. Elle est continue, donc mesurable, et l'intégrale supérieure sur R2 de valeur absolue de f de xy dpz est égale à la somme de valeur absolue de x, valeur absolue de y, puisque f de xy est égal à xy, dpz, c'est-à-dire dp du couple xy comme xy.
Bon, sauf que x et y sont indépendants. Donc cette mesure dpz, dpxy, c'est la mesure produit des mesures px, py. Donc ça nous fait somme, d'après Fubini, somme sur R des valeurs absolues de x dpx, somme sur R fois somme sur R de valeurs absolues de y dpy. Et comme je sais que e de x, e de y existe, c'est-à-dire que ça c'est inférieur à plus l'infini, et c'est égal à ça. De toute façon, ces deux intégrales sont égales. Ces deux-là aussi. Et inférieur à plus l'infini. Donc, c'est bon. Ça nous fait que cette fonction f appartient à L1, c'est-à-dire est intégrable. Et donc, f rond z, d'après le théorème du transfert, est intégrable lui aussi. Seulement, f rond z, c'est le produit xy. Donc, ça veut dire que la variable aléatoire xy est intégrable. Et donc, e de xy existe. On savait déjà que xy, c'était une variable aléatoire. Voilà, donc l'espérance de xy existe, on rapplique le théorème du transfert, cette espérance est égale à cette intégrale de f rond z dp sur oméga, et donc théorème du transfert égale à somme sur R2 de f de xy dpz, ce dpz, c'est-à-dire dp du couple xy, eh bien comme xy sont indépendantes, c'est égal à la mesure produit. Donc je me retrouve, c'est pareil que tout à l'heure, avec la somme de xy sur R2, et de dp de d de la mesure produit, et donc d'après Fubini ça fait somme de x dpx, somme de y dpy, et là je reconnais e de x et e de y, et donc e de xy égale e de x fois e de y, et voilà. Propriété suivante, si x, y ont des moments d'ordre 2 et sont indépendantes, alors variance de x plus y est égale à variance de x plus variance de y. Bon, dans le cas général, on a déjà vu que variance de x plus y égale variance de x plus variance de y plus 2 covariance de xy. Covariance de xy, c'est e de xy moins e de x de y, mais là ça fait 0 parce que xy appartiennent à L2, donc à L1, et qu'elles sont indépendantes. Donc on vient de voir que e de xy est égal à e de x, e de y, donc il va rester v de x plus y égale v de x plus v de y, et c'est démontré. Eh bien, définition, on dit que deux variables aléatoires réelles sont non corrélées quand elles ont un moment d'ordre 1 et que le produit xy a un moment d'ordre 1 et que l'espérance xy est égale à l'espérance de x fois l'espérance de y. Ce qui équivaut à dire que la covariance de xy est égale à 0. Donc ce qu'on vient de démontrer, nous, c'est que quand x, y sont deux variables indépendantes et qu'elles ont des moments d'ordre 1, eh bien x, y sont intégrables, bien sûr, mais sont non corrélées. C'est ce qu'on vient de voir, elles sont non corrélées puisque e de xy existe et est égal à e de x, e de y. Voilà. Rappelons que dans le cas général, quand x et y ont des moments d'ordre 1, il n'est pas du tout acquis que le produit xy ait une espérance, c'est-à-dire un moment d'ordre 1. Il faut que x, y soient indépendants. En tout cas, si elles sont indépendantes, ça marche. Soit xi une famille de variables 2 à 2 indépendantes ayant des moments d'ordre 2. Alors, leur somme admet un moment d'ordre 2, ça on le savait déjà, ça vient du fait que L2 est un espace vectoriel, et la variance de cette somme est égale à la somme des variances. Ça provient de l'indépendance, on va le voir. Démonstration, je pose x égale somme de 1 à n des xi, donc qui appartient à L2 puisque chaque xi appartient à L2. V de x c'est E de la somme des xi au carré moins E de x au carré. Donc je développe la somme des xi au carré, ça fait somme des xi carré plus tous les doubles produits. Le E de x c'est la somme des E de xi. Là aussi,
je les développe, ça fait des sommes de e de xi au carré plus 2 sommes pour i inférieur à j, pareil, des e de xi, e de xj. Donc en fait, quand je rassemble tout ça, j'ai pour somme de 1 à n des e de xi au carré moins e de xi au carré, et j'ai des deux sommes de deux sommes de ça. La parenthèse, je peux la mettre là, voilà. Des e de xi, xj, moins e de xi, e de xj. Seulement, alors donc ça me fait, ça je reconnais v de xi, ça la covariance. Alors cette formule-là, en fait, hein, qu'on avait déjà vu pour deux variables, hein, v de x plus y égale v de x plus v de y, v de x plus v de y, hein, plus 2 covariance de xy, en fait, on voit qu'elle est générale. Et ça, c'est toujours vrai. À chaque fois qu'on a des xi qui ont des moments d'ordre 2. Je n'ai pas encore utilisé l'indépendance. Et là, maintenant, je l'ai utilisé, puisqu'elles sont 2 à 2 indépendantes, leur covariance est nulle, hein, c'est-à-dire que e de xi, xj est égal à e de xi fois e de xj. Et donc, du coup, je vais obtenir que v de somme des xi est égal à somme des v de xi. Ce qui est ici. Voilà. Propriété suivante, si les xi sont indépendantes de même loi, donc d'écart type sigma, quand les variables ont même loi, ben, elles ont même espérance et même écart type, hein, bien sûr. Alors, puisque l'espérance et l'écart type dépendent de la loi, écrivez avec la loi. V de somme de xi sur n, hein, eh bien, va être égal à sigma 2 sur n, et surtout ce qui m'intéresse, c'est que ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Démonstration. Toujours x égale somme des xi. Alors, j'ai oublié de dire quand même indépendantes et qu'elles appartiennent à L2, c'est-à-dire elles ont toutes des moments d'ordre 2. Alors, la variance de somme des xi sur n. Donc, variance de x sur n. Hein. Ben, ça fait 1 sur n2, variance de x. Variance de x, c'est somme des v des xi. D'accord? Mais les v de xi, les xi suivent toutes la même loi. Donc, les v de xi sont toutes les mêmes. C'est égal à sigma 2. D'accord? Donc, j'obtiens 1 sur n2, somme des sigma 2. Mais comme il y a n termes, ça fait n sigma 2 sur n2. Donc ça fait sigma 2 sur n qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Alors ça veut dire quoi ça? Somme des xi sur n, c'est, il faut imaginer, je fais une expérience n fois. D'accord? Ça c'est la moyenne des résultats. La variance, en fait, ça désigne l'écart par rapport à la moyenne de ces moyennes. D'accord? Hein? La variance, ça mesure les écarts à la moyenne. Et ça nous dit que ces écarts à la moyenne, eh bien, ils tendent vers 0 quand on fait de plus en plus d'expériences. Voilà ce que ça veut dire. D'accord? Donc, c'est logique avec ce qu'on attend des probabilités. Hein. Quand n est très grand, les fluctuations par rapport à e de x tendent à être très faibles et à tendre vers 0.